RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Et notez que le gouvernement a changé d'avis sur les tickets restaurants. Ils seront tout de même utilisables pour les produits alimentaires non consommables immédiatement, comme les pâtes, le riz ou les œufs. De quoi faire enrager les restaurateurs qui attendaient effectivement cette mesure. Mais que voulez-vous, on ne joue pas avec la grande distribution. Et la population française est de plus en plus dans le besoin. Le taux de pauvreté augmente d'année en année et dépasse le niveau de 2019 avec 14,5%. Une tendance qui n'est pas prête de s'améliorer avec un climat mondial qui est un peu plus instable, une inflation qui n'en finit pas et un chômage qui repart à la hausse. Rajoutez à cela des manques d'eau récurrents sur notre territoire par exemple. Un cocktail explosif dans un pays où la tension sociale est déjà à son apogée. Les syndicats, eux, se préparent à l'offensive pour demander des comptes à un gouvernement à la gestion douteuse. Regardez. C'est l'ensemble des organisations syndicales, mais aussi collectives en lutte contre l'obligation vaccinale qui est toujours active, puisqu'elle nous a semblé toujours dans le cadre collectif là ça. Et nous a fait en sorte que samedi, nous mettons en place une véritable mobilisation populaire. Donc en mobilisation à travailleurs, en mobilisation à militants, mais en mobilisation aussi à peuple à hauteur, à mépris que nous recevoir tous les jours de la part de l'État colonial français, mais de la part aussi du patronat. En premier lieu, nous avons décidé donc de mettre en place cette manifestation pour exiger de l'eau dans nos écoles, pour exiger que nos écoles puissent être correctement donc dotées et nous demandons tout simplement à la population de venir pour que demain, si effectivement il faille passer un deuxième coup de collier, c'est-à-dire des journées de grève et de mobilisation, nous le fassions, mais pour l'instant, nous estimons que nous devons être entendus par toutes les autorités. Et ça passe tout simplement par une mobilisation. C'est le but qui a changé, c'est là où nous sommes ensemble, là où nous sommes capables de faire la masse justement pour façader et imposer plateforme de revendication en nous pour que enfin les relations puissent changer en pays là ça et que nous n'y un pays justement qui permet nous de vivre, qui permet nous d'épanouir nous et qui permet surtout si nous en nous de trouver travail et de vivre dans le pays ailleurs. Le rendez-vous, c'est le 18 novembre. Ça veut dire samedi matin qui vient à 8h30 devant la palais de la mutualité. Nous avons dit sembler, on nous semblait pour justement nous commencer à organiser la riposte. Et concernant justement l'obligation vaccinale, la sénatrice Tiffaine Pinsol demande son abrogation lors d'une commission avec les parlementaires. Elle n'a pas manqué de souligner le fait que 67 OPEX, donc des militaires qui sont en opération extérieure, ont été rapatriés en France, morts, suite effectivement à des effets secondaires indésirables graves. Et notez que le sénateur Joël Guerriot, lui, est soupçonné d'avoir drogué une députée en vue d'une agression sexuelle. Alors qu'elle était au domicile du parlementaire de 66 ans, elle se serait sentie mal après avoir bu un verre. Des prélèvements dont son organisme révèlent la présence d'ecstasy, drogue qui a été effectivement retrouvée chez l'agresseur. Une plainte a été déposée. Et parlons justice en bref, puisque demain, la Cour de justice de la République devrait rendre son verdict dans le cadre de l'affaire du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux comparaît depuis 2 semaines pour prise illégale d'intérêt. Pour rappel, l'avocat devenu ministre avait ouvert une enquête administrative contre 4 magistrats avec qui il était en désaccord. Le procureur requiert une peine d'1 an de prison avec sursis à l'encontre de l'actuel ministre de la Justice qui devrait être maintenu en poste et ce même si il est frappé par une condamnation.
Et on part maintenant au CHU de Pointe-à-Pitre qui sensibilise effectivement pour la lutte contre le tabagisme. Ils mettent l'accent sur la bronchite chronique, une maladie qui découle de la consommation du tabac. Et ils invitent effectivement aux fumeurs à effectuer des tests pour mesurer leur souffle et obtenir des traitements précoces si nécessaire. Le reportage. Novembre, c'est tous les ans le mois sans tabac. C'est-à-dire que c'est une période particulière où on va inciter les gens à arrêter de fumer dans leur intérêt pour leur santé et pour leur porte-monnaie maintenant, puisque le tabac coûte très très cher. Le mois sans tabac, c'est en fait l'aide au sevrage tabagique, mais aussi une manifestation particulière à mi-septembre, et normalement le 21 septembre, nous on le fait un petit peu plus tôt, c'est la journée mondiale contre la BPCO. La BPCO, c'est une maladie chronique qui touche les fumeurs, qui se traduit par une toux chronique, puis un essoufflement de plus en plus important et invalidant. Et l'intérêt de ce dépistage qu'on fait aujourd'hui des maladies respiratoires en mesurant le souffle, c'est de détecter très précocement la maladie et de proposer un traitement et une prise en charge qui permettra aux patients de ne pas évoluer vers un handicap. C'est une maladie répandue en Guadeloupe comme ailleurs parce qu'elle dépend du tabagisme. Mais pour 30%, c'est pas le tabac, c'est d'autres inhalations de fumée toxiques. Et l'important, c'est de détecter très précocement et de ne pas prendre pour un asthme ce qui est une vraie bronchite chronique, une BPCO, éventuellement même avec de l'emphysème. Et c'est une maladie assez fréquente partout où l'on fume et partout où on respire des émanations toxiques. Nous, on met à disposition le matériel respiratoire, donc en fonction des demandes des médecins et des différentes pathologies. Donc nous, on est principalement sur l'oxygène, l'apnée du sommeil et voilà. Vous avez deux partenaires prestataires de santé à domicile qui sont là au moment opportun pour proposer de l'oxygène et d'autres appareillages à domicile. Mais l'idéal, c'est effectivement de voir les patients plus précocement, de les traiter et de ne pas en arriver là. En fonction de la sévérité de la pathologie, on peut aller sur des dispositifs d'aide respiratoire ou parfois des supports de vie. Un reportage signé Maxime Morel. Les petits Désiens, eux, ont eu droit à du fruit à pain en toute sauce aujourd'hui. Ils ont reçu la visite de l'association Nouvelle Voie qui, depuis 2015, assure la promotion de ce fruit légendaire. Le reste en images. C'est un combat qui a commencé pour nous depuis 2015. On veut valoriser un arbre et son fruit, vient de chez nous. Et nous pensons que le fruit à pain surtout a une valeur importante pour nous Guadeloupéens. Et nous faisons tout pour le réhabiliter, permettre que les Guadeloupéens s'approprient de l'arbre et du fruit qu'ils n'auraient jamais dû perdre en fait. Les enfants ont bien apprécié en partie le fruit, ils ont goûté, il y a ceux qui ont tout mangé, il y a ceux qui n'ont pas aimé du tout. Ils n'ont même pas tenté de goûter puisqu'ils savaient à la base que c'était le fruit à pain, ils avaient déjà des a priori sur le fruit. Bon, c'est vrai que c'est une très bonne chose pour le jeune public du Nord-Bas-Terre de découvrir un produit local du terroir tel que le fruit à pain et pouvoir faire entendre que le fruit à pain, c'est un fruit qu'on peut manger dans toutes les sauces, en migan, en archi-parmentier, en frites de fruit à pain et tout. Nous avons pris cette tâche à cœur et nous pensons passer partout en Guadeloupe, de manière à ce que nos enfants guadeloupéens changent un peu l'image qu'on a adossée aux fruits à pain. D'abord en commençant par les éduquer et en faisant en sorte qu'eux-mêmes, ils consomment le fruit à pain. Donc c'est la tâche à laquelle que nous nous sommes attelés. Donc nous passerons dans différents établissements pour que ce travail-là aboutisse un jour. D'ailleurs, hier, nous avions un débat à la salle des fêtes de la matin sur la dénutrition, où on se posait la question à savoir quelle place qu'on peut donner aux fruits à pain. Parce que l'alimentation, lorsqu'elle fait défaut, eh bien, on doit s'interroger, on doit faire en sorte que ce que nous avons localement puisse servir à guérir certaines maladies. Voilà. Donc nous nous attachons à faire ce travail-là sur tout le territoire de la Guadeloupe. Des images signées Olivier Félix. Et on se rend maintenant au WTC à Jarry pour le 2e séminaire des cadres de la
Cap Excellence. L'occasion pour la communauté d'agglomération de mettre ses agents à jour en termes administratifs et d'améliorer aussi leur management. Regardez. Nous sommes aujourd'hui accueillis au WTC, au deuxième séminaire des cadres, des managers de Cap Excellence. L'idée pour nous, en fait, est de réunir nos managers 2 fois dans l'année pour évoquer des sujets d'actualité de notre administration. Aujourd'hui, nous travaillons sur le projet d'administration qui est en bout de course de son élaboration et nous présentons à nos managers le fruit du travail, de la collecte des données que nous avons fait avec eux dans le cadre d'ateliers créatifs qui se sont déroulés ces derniers mois. Moi, je suis consultant en politique publique, donc je suis mandaté par Cap Excellence pour les accompagner dans l'élaboration de leur projet d'administration. Ce projet d'administration, c'est le document de référence qui va permettre à l'administration de Cap Excellence de décliner les orientations politiques qui ont été décidées par les élus, d'améliorer la qualité des services publics qui sont proposés à la population, mais aussi d'améliorer les conditions de travail des agents qui travaillent au sein de l'institution, de l'organisation. Et bien évidemment, la question du management, des pratiques managériales, est centrale pour cet exercice. Lors de ces ateliers, lors de ce séminaire plus particulièrement, nous profitons pour muscler les pratiques managériales en invitant des collaborateurs, Pierre-Yves Chicot, le psychologue Spéronel, des sociologues, M. Garin par exemple, pour sensibiliser nos cadres sur leurs pratiques managériales, toujours en vue d'améliorer la collaboration et les échanges que les managers doivent entretenir avec leurs agents. Et maintenant, parlons de la journée nationale de la reconversion. Et à cet effet, je reçois Laetitia Lebrave, directrice opérationnelle du Greta de la Guadeloupe. Elle est en compagnie de Brigitte Jean-Charles, directrice du GIP des filles. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les spectateurs. Alors, on parle reconversion professionnelle. C'est une thématique qui date ou bien c'est une thématique vraiment d'actualité, puisqu'on sait que depuis quelques années, visiblement, beaucoup de personnes sont passées en mode introspection, se demandent si ce qu'elles font sert à quelque chose finalement. Donc est-ce qu'on est sur quelque chose qui date d'il y a un moment ou on est sur une nouvelle tendance ? Alors, on est sur une forme très complète avec des partenaires multi-acteurs, en fait, depuis 3 ans, puisque là, on est sur la 3e édition de la Journée nationale de la reconversion. Mais c'est vrai que cela répond à un besoin antérieur de personnes qui avaient envie de changer de métier, changer de voie ou évoluer d'un point de vue professionnel et qui ne savaient pas forcément vers qui se tourner. Donc là, l'idée de cette journée, c'est justement de rassembler tous les acteurs qui permettent de répondre à ces questions. Reconversion qui est possible à tout âge ? Tout âge, oui. C'est pas compliqué un peu quand on a dépassé 50 ans ? Non, absolument pas. Ce n'est pas compliqué. On a la validation des acquis qui permet justement la VAE, parce que souvent les gens connaissent bien ce sigle, qui permet justement à toute personne, quel que soit l'âge et quelle que soit l'expérience, de pouvoir faire valoir cette expérience par un diplôme. Est-ce que vous préparez un peu aussi les nouvelles générations à avoir des carrières qui ne ressemblent pas trop à l'ancien temps, c'est-à-dire on fait un seul métier pendant toute sa vie, maintenant il faut toujours se préparer à rebondir éventuellement en fonction de l'économie, de la géopolitique, enfin ça bouge énormément maintenant. Il y a aussi ça dans l'accompagnement. Alors c'est vrai qu'en fait on n'a plus des carrières professionnelles linéaires comme avant. On commençait dans un métier puis on finissait au minimum au sein d'une même entreprise et on finissait au sein de la même. Vraiment maintenant on s'aperçoit que les personnes ont des carrières avec des bifurcations, avec des arrêts, on recommence, etc. Et c'est aussi ça la vie. Donc du coup c'est vraiment l'objectif de cette journée d'accompagner, parce que quand on a envie de changer de métier, de changer de carrière ou d'évoluer, il y a vraiment des dispositifs qui permettent de le faire et de sécuriser son parcours, c'est ça aussi qui est important, et de pouvoir identifier les étapes pour réussir son projet professionnel. Et en fait, c'est vraiment l'objectif de l'ensemble des acteurs. Voilà. Est-ce qu'on doit bien réfléchir aussi à sa reconversion, ou on peut se lancer dans tout et n'importe quoi ? Par exemple, je sors d'un domaine, je sors d'un domaine par exemple sur la formation et je passe
en agriculture, par exemple. Mais ça, en fait, ça dépend aussi de la volonté de la personne. Et donc, c'est pour ça que, justement, les acteurs sont là pour pouvoir les accompagner. Et donc, le 21 novembre, c'est donc la journée nationale de la reconversion qui va se dérouler à la Cité des Métiers. Donc, tout le monde connaît la Cité des Métiers au boulevard du Général de Gaulle au Rézé. Et donc, on aura, ça commencera à 9h30 pour jusqu'à 20h, avec plusieurs temps forts, donc des stands et surtout des conférences qui commenceront de 10h à 20h. D'accord. Une série de conférences toute la journée? Toute la journée, tout à fait. Donc, pour commencer, de 10h à midi, on aura un focus sur la VAE. Donc avec le GIP Défi, Guadeloupe Formation, le Greta de la Guadeloupe, le CNAM, l'ADETS. Ensuite, ça y est. Ensuite, on passe à 14h. De 14h à 15h, on a Capsule Ma Reconversion. Et là, ce seront des ateliers qui seront proposés aux salariés avec Transition Pro Guadeloupe, les OPCO et les OPCO. Voilà. Ensuite, de 15h à 16h, être accompagné par un opérateur, CEP. Et donc là, on aura la mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, l'APEC, Transition Pro, qui vont pouvoir accompagner lors d'ateliers les salariés pour justement leur proposer, leur permettre de réfléchir justement à leur reconversion. Ensuite, de 16h à 17h, découvrir les métiers en tension. Là, ce seront des ateliers qui seront proposés par Pôle emploi et la plateforme RH interministérielle de la fonction publique. Et l'idée, c'est vraiment de permettre de montrer les métiers en tension dans le secteur privé et public. Et enfin, un temps fort pour les chefs d'entreprise de 18h à 20h. Pour les aider, une table ronde pour les aider justement à accompagner leur montée en compétences. Et là, on aura la dette, OPCO Commerce qui va pouvoir intervenir, et Uniformation et Transition Pro qui interviendront sur cette table ronde pour pouvoir accompagner les chefs d'entreprise. On a choisi cette heure-là parce qu'on sait que souvent, ils ont du mal, ils ont du mal à venir pendant la journée, mais le soir, ce sera vraiment cette heure-là qui leur seront consacrées. Donc 4 tables rondes qui auront lieu effectivement donc à la Cité des Métiers au Rézé de 9h30 à 20h. 4 grandes thématiques pour se préparer effectivement à sa reconversion professionnelle. Le mot de la fin pour vous. Merci. En fait, on vous attend très nombreux, que ce soit pour avoir des informations sur les métiers en tension, sur les nouvelles filières ou alors sur comment changer de métier ou comment évoluer. On vous attend nombreux le 21 novembre de 9h30 à 20h à la Cité des Métiers du Rézé. Et puis le lendemain, il y a aussi chaque structure accueille plus spécifiquement sur ces thématiques. Donc le Greta de la Guadeloupe accueillera sur la thématique de la formation. Donc on pourra venir au Greta pour avoir des renseignements. Et pour finir quand même, vous pourrez nous suivre parce que nous avons un site commun avec le réseau, puisque le Greta, le GIP Défi, le CFA de la Guadeloupe et tous les acteurs sur la formation tout au long de la vie, nous avons un site commun. Donc nous vous encourageons à aller, donc vous pouvez taper Greta de la Guadeloupe ou GIP Défi. Et vous tombez sur notre site commun. Et donc, vous aurez toutes les informations beaucoup plus détaillées sur cette journée de la reconversion. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur ce plateau ce soir. Nous parler donc de la journée nationale de la reconversion qui aura lieu donc le 21 novembre prochain. Ce sera à la Cité des Métiers au Rézé. Merci encore. Merci. Et maintenant, parlons du Fraternibus qui a fait une halte à Pointe-à-Pitre aujourd'hui pour aider les personnes à réaliser leurs démarches administratives. Le reportage.
nous sommes tous dans la même démarche. Et bien, nos partenaires, par exemple, aujourd'hui, c'est la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, c'est le CECAS de Pointe-à-Pitre, c'est la ville de Pointe-à-Pitre aussi. Et nous avons tous le même objectif. C'est vraiment augmenter la capacité d'agir des personnes. Rendre les personnes de plus en plus autonomes dans un système administratif qui est quand même de plus en plus compliqué, en particulier avec la dématérialisation due au numérique. Maintenant, il n'y a que des relations numériques. Et dans une société où nous avons plus de 30% de taux d'illettrisme, ça devient quand même de plus en plus compliqué. Donc, c'est vraiment agir avec les personnes pour qu'elles soient elles-mêmes en capacité de, se débrouiller dans un système administratif, un système social qui est de plus en plus sophistiqué. C'est le mot que je pense. Le CECAS accompagne le Secours catholique dans cette action pour venir au plus proche de la population, pour les aider dans les démarches administratives. On vit au plus proche de la population qui ne peut pas se déplacer ou qui méconnaît ces institutions pour leur apporter notre aide. Donc, les assistantes sociales, de manière générale, accompagnent, orientent et soutiennent les personnes en difficulté. Alors, matinée assez dense, on va dire. Il y a eu des personnes qui sont venues pour de l'accès aux droits. Heureusement, il y avait la sécurité sociale avec nous, qui a pu nous aider à accomplir un peu l'accompagnement. Et en l'occurrence, après, c'était majoritairement également des problèmes au niveau locatif. Je suis très satisfaite des rencontres faites et des accompagnements qui vont pouvoir se poursuivre au sein du CCAS de Pointe-à-Pitre. Fraternibus qui devra sans doute passer à un moteur électrique ou hybride dans les prochaines années. 2600 voitures de ce type sont en circulation sur les routes de Guadeloupe, un chiffre qui devrait être multiplié par 5 à l'horizon 2030, qui signe la fin du moteur thermique en Europe. Reste à adapter le territoire à ce type de véhicule avec des bornes de recharge en électricité et en hydrogène en quantité suffisante. On se rend au salon de l'hybride à Destrélan pour plus de précisions. Pour nous, c'est de vulgariser la transition énergétique et la route vers l'électrification et l'hybridation des véhicules. Aujourd'hui, le consommateur est dans le flou. Donc nous avons voulu rassembler nos partenaires. Nous avons 13 marques présentes, plus de 40 véhicules à l'essai, de manière à ce que le client puisse essayer. Et surtout, nous avons le surplus et le renfort de nos partenaires, des pneumaticiens, des assureurs, des producteurs d'énergie solaire, qui vont nous aider à transmettre notre savoir aux clients. Aujourd'hui, on a 2600 véhicules électriques en circulation sur le territoire guadeloupéen et cette évolution est clairement à la hausse pour les années à venir. À travers un scénario prospectif qui a été conduit par la collectivité régionale, on estime d'ici 2030 que nous aurons entre 15 et 18 000 véhicules électriques en circulation sur le territoire. Face à cela, il faudrait qu'effectivement que le territoire, s'adapte et appréhende cette intégration des véhicules électriques et celui-ci à différents niveaux. Le premier, donc une fois qu'on a établi cette base d'évolution du véhicule électrique, il faut garantir à l'intégralité de la population de pouvoir disposer d'un point de recharge en vue de pouvoir se déplacer librement, et en toute sécurité en tout cas de déplacement. On estime que pour pouvoir assurer à tout citoyen cette liberté de déplacement, qu'il faudrait sur le territoire environ 1000 points de recharge, d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques à l'horizon 2030. Aujourd'hui, c'est un grand sujet. Les entreprises cherchent à verdir leur parc, mais les particuliers aussi. Donc ils font appel à nous, donc ils peuvent passer directement chez SODM. Et là, du coup, on les accompagne, c'est-à-dire on va faire des études, on vient chez eux, on vérifie la faisabilité pour l'installation, parce qu'effectivement, c'est pas toujours faisable en fonction de leur puissance énergétique. Des fois, il y a des besoins d'augmenter les capacités énergétiques avec des augmentations sur les compteurs électriques. Mais donc voilà, c'est notre mission principale, c'est d'accompagner les utilisateurs de véhicules électriques. Nous proposons essentiellement de l'hybride, plutôt du full hybride, c'est-à-dire qu'en termes d'hybride, il y a plusieurs définitions, de la micro-hybridation à l'hybride rechargeable. Toyota, depuis 25 ans, nous proposons essentiellement du full hybride, c'est-à-dire un véhicule qui est capable de rouler en électrique, à peu près 60% du temps, mais qui va fonctionner comme un véhicule classique où on va mettre de l'essence, il n'y a pas besoin de le brancher, il n'y a pas de contrainte de charge et il va s'auto-recharger en récupérant l'énergie pendant l'utilisation ou alors quand le moteur thermique va se déclencher. À votre tour d'essayer ce petit bijou. Je vais essayer d'en prendre soin. Ça m'intéresse, je suis dans le moment où mes voitures demandent d'être renouvelées. Donc je me suis dit pourquoi pas électrique, surtout qu'on est dans petite île, on fait petit parcours
Donc je découvre un peu l'offre. Je pense que je trouvais quelque chose pour moi. Votre essai vous a plu? Oui, totalement satisfait. Vous avouez que c'est une nouveauté pour moi, mais assez étonné. Donc franchement, c'est novateur. Un reportage d'Olivier Félix. Joseph Bologne de Saint-Georges, plus connu sous le nom de Chevalier Saint-Georges, est mis à l'honneur par la région Guadeloupe. Celui qu'on appelait le Mozart noir a marqué l'histoire tant par son maniement de l'épée que de l'archet. Véritable virtuose du violon dont la vie est mise en scène dans un film sorti cette année. Il fait honneur à sa terre natale, la Guadeloupe. Regardez. Nous avons initié un cycle d'années culturelles avec des hommes et des femmes illustres de la Guadeloupe. Nous avons aussi financé des documentaires qui mettaient en avant ces hommes et ces femmes. Et puis, nous avons toujours soutenu le festival de musique Chevalier Saint-Georges parce que nous considérions qu'il fallait en sorte que des Guadeloupéens, mais aussi en dehors de la Guadeloupe, on puisse connaître l'œuvre du Chevalier Saint-Georges, cet homme qui est né en Guadeloupe au temps de l'esclavage et qui a pu véritablement s'illustrer en métropole. Saint-Georges, comme le tiers, ce sont des fils de Guadeloupe qui sont nés en Guadeloupe et qui ont réussi à se faire admettre par la société à cette époque-là en France métropolitaine. Alors, il y a des choses spéciales dans chaque concert. En réalité, en tant que directeur artistique et musical, je m'assure qu'il y ait justement des cadeaux précieux dans chacun de ces concerts. Maintenant, si je peux vous donner un conseil, c'est de vraiment être là au concert d'ouverture parce que ça vous permettra déjà d'avoir une vue d'ensemble de tout le programme. Et puis, il y a aussi des surprises très spéciales dans ce premier concert d'ouverture. Oh God, anywhere from Brazil to Alaska. Alors, il y a 45 grands musiciens internationaux qui viennent de 17 pays différents et on peut dire que ça va du Brésil à l'Alaska. C'est très important, effectivement, le monde aura les yeux rivés sur la Guadeloupe et c'est tout à fait justifié parce que la Guadeloupe est vraiment un leader qui montre que justement les musiciens de couleur peuvent être aussi bons, si ce n'est meilleurs, que leurs collègues d'autres origines, on va dire. C'est vraiment, la Guadeloupe est vraiment un leader pour démontrer l'excellence des musiciens de couleur dans la musique classique. Ce que j'attends des Guadeloupéens, déjà, c'est qu'ils viennent, qu'ils participent, qu'ils nous soutiennent en assistant à ces différents concerts, parce que c'est pas juste nous qu'ils soutiennent, ils soutiennent leur Chevalier de Saint-Georges, cette importante figure historique qui appartient au patrimoine de la Guadeloupe. Il est normal qu'aujourd'hui nous puissions mettre à l'honneur ce talent guadeloupéen, parce qu'il est né sur le territoire de la Guadeloupe, je le répète, et puis surtout montrer que la Guadeloupe excelle dans la musique dans beaucoup de domaines. On excelle dans la musique traditionnelle, certes, mais dans la musique populaire, avec le zouk, dans la musique de variété française, avec un certain nombre de musiciens français, comme vous le disiez, les autres, mais surtout que aussi dans la musique classique, nous sommes là. Et pendant ces quelques jours, la Guadeloupe sera la capitale de la musique classique dans le monde. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.